Il est 9 h du matin à La Rochelle, sur la côte atlantique. Une nouvelle alerte vient de tomber au 15. Le service d'appel du SAMU. Cédric, le médecin de garde, part en urgence. C'est bon. Un grave accident de la route vient d'avoir lieu à 10 km de l'hôpital, alors il faut faire vite. C'est un piéton renversé là. C'est une femme d'une cinquantaine d'années, un traumatisme crânien après s'être fait renverser en tant que piéton par un véhicule léger. Le médecin urgentiste travaille au SAMU depuis 18 ans. Et d'après les premières informations disponibles, la femme aurait violemment percuté le sol avec sa tête. Une lésion cérébrale est à craindre, avec des risques d'hémorragie. L'urgence va être d'abord de voir le niveau de conscience et puis après de faire le bilan lésionnel précis, voir s'il n'y a pas eu une autre lésion sur l'ensemble du corps. L'accident a eu lieu dans un quartier résidentiel de la banlieue rochelaise. Tu te mets derrière la voiture là ? Les pompiers sont déjà sur place. Bonjour madame. La victime est toujours éveillée, mais quand sa tête a heurté le sol, elle s'est mise à saigner du nez. Cédric commence par vérifier son état de conscience. On est en quelle année? Oh, 2000. Bougez pas, bougez pas. D'accord. Ouvrez les yeux un instant. Ouvrez les yeux. La femme n'a pas retrouvé tous ses esprits. Ce n'est pas bon signe. Et en interrogeant des témoins de l'accident, les pompiers ont obtenu des informations plutôt alarmantes. Le choc à 50 km/h, perte de connaissance environ 30 secondes, désorientée. Elle arrive à pied par là. Elle est arrivée en trottinant de ce côté-ci. Elle était projetée en l'air et elle a atterri là. Donc ça a quand même quelque chose d'assez violent au niveau de la cinétique. Au moment de la collision, la femme effectuait son jogging matinal. Elle traversait cette rue lorsqu'elle a été projetée à plus de 10 mètres par cette voiture grise qui arrivait dans son dos. Cédric veut maintenant vérifier qu'elle n'a pas d'autres fractures. Aïe, aïe, aïe. Où est-ce que vous avez mal? Sur le côté droit, la hanche Ok. droite. Aïe. Attends avant de bouger la jambe. Attends avant de bouger la jambe. Voilà. Aïe. S'il vous plaît, madame. Attends. S'il vous plaît, madame. Là où j'appuie. Ne bougez pas, madame, bougez pas là. Là où j'appuie dans la poitrine. Non, j'ai pas mal. Là où j'appuie dans le ventre. Oh, D'accord. Ok. aïe, aïe, aïe. Rien au thorax, ni à l'abdomen. Mais le médecin a décelé une fracture au niveau des jambes. D'accord. L'essentiel, ça va être au niveau du bas du fémur à droite, du genou. Genou, bas du fémur à droite où il y a une fracture assez évidente. Corinne, l'infirmière, lui injecte de la kétamine, un antidouleur puissant en vue de son transport à l'hôpital. On vous entend, madame. On va vous mettre au chaud dès que possible. En retrait, le conducteur à l'origine de l'accident. Il n'a pas vu la joggeuse et il est bouleversé. A priori, il ne va pas y avoir de choses majeures. Fracture au niveau du genou, du fémur. On va vérifier un peu la tête, tout ça. Je pense que ça va être pas trop grave quand même. D'accord ? Attention pour lever, levez. La victime est pour le moment dans un état stable. Mais une complication est toujours possible. Alors il faut partir rapidement. C'est bon, on peut y aller. Ouais. Ouais. C'est bon looping. Cédric n'a qu'une crainte. C'est que le choc qu'elle a subi au niveau du crâne ne provoque une hémorragie. Vous avez mal quelque part? À la jambe droite, d'accord. Il y a cette fracture au niveau du genou à droite, mais qui n'entraîne pas un risque vital. Ça va être surtout au niveau du crâne la priorité. À l'hôpital de La Rochelle, la patiente est transférée en salle de radiologie.
1, 2, 3. Le scanner ne révélera rien d'alarmant au niveau de la tête, mais détectera une grosse contusion près de la rotule et une fracture de la main. La victime sera opérée le lendemain et passera plusieurs jours à l'hôpital. Pour Cédric et ses équipes, pas le temps de souffler. Une nouvelle alerte vient de tomber. On part sur l'autre intervention. Ok, à tout à l'heure. C'est au beau milieu de La Rochelle que se trouve le quartier général du SAMU. Dans cet hôpital, 40 médecins et autant d'infirmiers et d'ambulanciers se relaient 24 heures sur 24, prêts à intervenir en quelques minutes pour répondre aux appels de détresse du 15 et sauver des vies. Madame, ouvrez les yeux là. Allez. Chaque année, ils effectuent plus de 2600 interventions de jour comme de nuit, et pas uniquement sur la terre ferme. Car la Charente-Maritime est un vaste territoire de 6800 km², bordé par l'océan Atlantique, où les équipes du SAMU doivent aussi porter secours à des marins en détresse, dans des conditions souvent périlleuses. Ça fait un peu mal là, plus à gauche. Oui. Sur le mer, c'est pas mal. Sur Terre, le département est très accidentogène. Les carambolages y sont souvent meurtriers. 59 personnes ont perdu la vie l'an dernier. Oh putain la vache. Bon là je vais avoir un membre inférieur gauche. Oh là 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 là, ça présente pas bien du tout ça. Il y a très certainement un bassin. Il y a au moins un membre inférieur, si ce n'est deux. Carambolage, arrêt cardiaque, accident domestique et naissance extraordinaire. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi le quotidien mouvementé des urgentistes de La Rochelle. On a été bipé il y a déjà 20 minutes. Mais on a environ une demi-heure critique où il faut qu'on agisse au maximum. Parmi eux, Cédric, 50 ans. C'est l'un des plus anciens du service. Urgentiste depuis plus de 18 ans, il est capable de beaucoup de sang-froid dans des situations difficiles. On y est presque. Je suis en train d'agrafer le cuir chevelu qui saigne beaucoup pour arrêter cette hémorragie. Après avoir exercé 3 ans dans une petite ville, Jean, 32 ans, vient d'être muté à La Rochelle. Dans ce SAMU plus important et beaucoup plus stressant, le jeune médecin devra montrer qu'il est à la hauteur. Je suis un peu à l'aveugle. Là, on est bien loin des conditions du bloc opératoire où tout est beaucoup plus simple. Guillaume, 38 ans, était médecin généraliste avant de devenir urgentiste. Passionné par son métier, il voulait mettre plus d'adrénaline dans sa vie et sortir de son train-train quotidien. Et ici, il n'est pas déçu. Tu te rappelles un petit peu de ce qui s'est passé ou pas? Là, j'en ai une. Tu roulais à combien à peu près, tu sais? Au moins 60. Au moins 60. Vous allez découvrir le travail de ces héros passionnés, courageux et à la vocation toujours intacte. En immersion au SAMU de La Rochelle. Au bord de l'océan Atlantique, voici le secteur des urgentistes du SAMU de La Rochelle. Des zones urbaines à perte de vue, mais aussi de grandes étendues rurales. Et dans ces campagnes plutôt calmes en apparence, les interventions des urgentistes sont fréquentes. Aussi bien pour les agriculteurs que pour de simples particuliers qui s'occupent de leur jardin. Le SAMU, bonjour. Au 15, nouvelle alerte. Au bout du fil, un homme paniqué. Allô? Oui, bonjour. Oui. Il était en train de couper un arbre avec une tronçonneuse et il a blessé son beau-frère. Des coupures à la tronçonneuse, très profond, au niveau du coude. D'accord. Il est comment là? Vous avez fait un point de compression à l'endroit où J'ai noué une écharpe au-dessus du coude. D'accord. Et ça s'est arrêté ou pas? Non, ça s'arrête pas. Cédric vient tout juste de rentrer d'une intervention. On le met en route. L'urgentiste a démarré sa garde il y a 8 heures, mais il doit repartir en urgence. Il est 17 heures, c'est sa 4e mission aujourd'hui. Parfois ça n'arrête pas, et parfois c'est très calme. C'est le principe des urgences et du SMUR, c'est très aléatoire. L'accident s'est produit en pleine campagne, à 25 minutes de route de l'hôpital.
Il ne faut pas traîner. Et c'est quoi le truc? Un coup de tronçonneuse dans le bras. Ça saigne à bon moment, parce que où son coup de tronçonneuse? Bras. Au coude. Bras, coude. La blessure est a priori très profonde. Si l'artère a été touchée, la victime peut perdre l'usage de son bras. Le risque, c'est une hémorragie massive. Les pompiers sont déjà sur place. Et Cédric est inquiet. Car les informations qu'ils lui transmettent ne sont pas bonnes. L'homme perdrait beaucoup de sang. On rentre un peu dans le jardin parce que... Enfin... Le blessé habite dans ce petit pavillon. Les pompiers accueillent Cédric avec des nouvelles inquiétantes. Il a une belle plaie au niveau de là. C'est tronçonneuse? Tronçonneuse. C'est pas un tailleur, on est bien. Non, c'est bien tronçonneuse. Un accident de tronçonneuse. Le genre d'intervention que Cédric redoute toujours un peu. Il se précipite au chevet de son patient. Il s'appelle Yves, il a 64 ans. Bonjour. C'est tronçonneuse? Électrique? Et elle s'est pas arrêtée, c'est ça? Non, c'est parce que je tenais une branche et mon beau-frère, il a ripé. Ok. La plaie à l'arrivée, elle était comment là? Ah bah elle était bien ouverte. Mais il y a un saignement en jet ou pas? Ah oui. Oui? Jet? Bah ça coule bien quoi. Bien. Ah ouais. Bon, on va regarder. Ce qui inquiète Cédric, ce sont ces saignements en jet. Ils peuvent être le signe d'une artère sectionnée et si le sang n'irrigue plus son bras, Yves peut le perdre. C'est la lame, c'est pas le bout de la lame qui vous a touché comme ça. Non. Ok, on va refermer, c'est bien. C'est pas trop méchant. Il n'y a pas de plaie artérielle, donc c'est bon. C'est bon pour moi. Alors, le retraité a eu beaucoup de chance, mais la blessure est tout de même extrêmement profonde. Alors Cédric doit vérifier si les nerfs ont été touchés, ce qui pourrait entraîner une paralysie du bras. vous sentez partout? Non, mais... D'accord? De l'autre côté aussi? Oui. Ok, d'accord. Non. C'est parfait. C'est pas trop méchant. C'est une grosse plaie du bras, mais qui ne touche pas ni les artères, ni les nerfs. Donc il reste une plaie à explorer au bloc opératoire, avec une urgence différée. C'est pas une urgence immédiate. C'est une très bonne nouvelle qui remonte le moral du retraité. En taillant les arbres de son jardin ce matin, cet ancien chauffeur de bus n'imaginait pas se retrouver dans une telle galère. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Voilà. Mais c'est vrai que la tronçonneuse, c'est quand même pourvoyeur de gros accidents. tout à fait, et comme on ne fait pas souvent, Ouais. voilà, on est des professionnels. En plus. Bon, on va arranger ça. Ça, c'est fait. On va réparer tout ça. Son beau-frère, Jean-Marc, qui tenait la tronçonneuse, est encore sous le choc. Alors pour le rassurer, Yves préfère en plaisanter. Jean-Marc, oui, je confirme, elle taille bien. Ouais, elle taille bien, voilà. C'est d'accord. Ah bah si c'est pour dire ça. Jean-Marc n'a pas vu le coup venir et il culpabilise. Oui, tenez la branche. Oui, On prend ça, on va jamais faire d'autres choses. Chaque année en France, plus de 300 000 personnes sont victimes d'accidents de jardinage qui se terminent aux urgences. La vie du retraité n'est pas en danger, mais sa blessure nécessite une lourde intervention chirurgicale. Elle va juste être recousue, mais au bloc opératoire, il faut quand même bien nettoyer, bien rechercher à ce qu'il n'y ait pas une atteinte un peu plus importante qui serait passée inaperçue. À l'hôpital, les résultats des radios sont rassurants. Ni l'artère ni les nerfs n'ont été touchés. Presque un miracle, compte tenu de la profondeur de sa blessure. Yves ne passera sur la table d'opération que pour être recousu. Le chirurgien est là, ça tombe bien. On va en profiter tout de suite. J'ai de la chance jusqu'au bout. C'est ça. Yves restera 2 jours à l'hôpital. Quelques semaines plus tard, nous le retrouvons chez lui en compagnie de son médecin traitant. Patrick est venu pour lui retirer ses points de suture.
12 au total. Ça fait mal? Non, ça va. Non, ça fait du bien même. De cet accident spectaculaire, Yves gardera une belle cicatrice, mais sans séquelles. Le retraité est conscient qu'il a échappé au pire. J'ai eu la chance de ne pas avoir le bras bloqué aussi par une autre branche. J'aurais eu le bras bloqué par une autre branche, ça aurait été beaucoup plus sérieux que ça, oui. Le bras sectionné complètement. Oui. Le bras coupé, parce que ça va très très vite. J'ai même eu peur au départ parce que ça saignait beaucoup, même avec... Ça te fait mal là, Yves? Non, ça va. Même, comment dire, avec le garrot que mon beau-frère m'avait fait. Il avait son écharpe à disposition, il m'a mis son écharpe autour du bras. Et comment dire, même avec ça, ça saignait énormément. Yves doit garder un plâtre pendant 1 mois. Il n'est pas prêt d'oublier cette branche qui a failli lui coûter un bras. On était avec mon beau-frère en train de couper cette branche, que voilà, qui est d'ailleurs toujours pas finie d'être coupée. Et moi, je tenais de l'autre main, bien sûr, cette branche-là. J'étais comme ça. Et lui, avec la tronçonneuse, il a coupé d'un côté, ça s'est bien passé. Et c'est arrivé de ce côté-là où la lame a glissé et est partie sur mon bras. Pour le moment, Yves a décidé d'arrêter le jardinage. Mais il compte bien remettre ça plus tard, en étant cette fois-ci beaucoup plus prudent. Au centre hospitalier de La Rochelle, une nouvelle journée commence pour Jean. À vélo, comme d'habitude. À 31 ans, ce médecin aux allures de jeune cadre dynamique est la dernière recrue du service. Il ne travaille ici que depuis 1 semaine, alors il enchaîne volontiers les gardes. Là, c'est parti pour 24 heures. Voilà. Donc, je sais pas encore ce qu'on va faire aujourd'hui, mais on va voir en fonction des appels du 15. L'urgentiste a travaillé pendant 3 ans dans un autre hôpital, plus petit. Il a demandé sa mutation pour se rapprocher de sa famille. Mais ici, il doit s'adapter à un rythme beaucoup plus soutenu. Ce matin, pas le temps de prendre un café. Ses collègues l'attendent pour secourir une femme inconsciente à son domicile. C'est une femme qui aurait fait une tentative de suicide. Et on n'en sait pas plus pour l'instant. Chaque jour en France, près de 500 personnes tentent de se suicider. Une intervention plutôt classique pour le médecin, sauf que cette fois-ci, les choses ne vont pas se passer comme prévu. En plus des seringues et du matériel d'assistance respiratoire, il devra faire appel à des outils inhabituels et plutôt impressionnants. Et vous allez comprendre pourquoi. La femme habite un petit pavillon dans un quartier résidentiel. Jean et ses collègues se précipitent à l'intérieur. Madame, ouvrez les yeux. Allongée sur son lit, la patiente de 51 ans est inconsciente. Ouvrez les yeux là. Allez. Ouvrez les yeux. Est-ce que vous m'entendez, madame? La situation est grave. Jean suspecte une tentative de suicide par médicament. Pour commencer, il doit lui poser une perfusion. Je te laisse la perfuser avec un fil et puis... Ouais, c'est ce que j'avais sorti. C'est une opération simple que l'infirmier a effectuée des milliers de fois. Mais il a un problème. La femme est en surpoids et sa tension est très faible. Du coup, ses veines sont difficiles à atteindre. De quoi fixer là? Attends, déjà je vérifie parce que je suis dedans, mais je suis pas sûr que je vais réussir à monter et je suis pas sûr que ça va pas claquer. L'infirmier n'y arrive pas et le temps presse. Alors Jean décide d'utiliser les grands moyens. Et en l'occurrence, c'est compliqué, donc on va mettre une autre voie pour pouvoir lui administrer les médicaments. Une voie intra-osseuse. C'est une intervention rarissime qui fait appel à une sorte de perceuse pour perfuser la victime à travers les os, directement dans la moelle osseuse. Jean doit percer un trou dans le tibia. Là, il y a la jambe. Ah, c'est bon. Je te l'ai purgé. Ah, super.
Opération réussie. Le médecin peut maintenant la perfuser. Et les pompiers vont pouvoir installer la victime dans l'ambulance. En fait, c'est vous qui nous dites qu'en un peu 5 minutes maximum. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la pivoter sur le côté là. On va serrer la pendure, on va la mettre dessus, puis on va évacuer. Ça marche, parfait. Alors, dis-moi. C'est bon. Difficile de manœuvrer avec un brancard dans ces couloirs très étroits. Les secouristes vont devoir évacuer la femme par la fenêtre. Voilà. Ok. C'est bon. Et on va glisser au fur et à mesure que vous la récupérez. D'accord, ça marche. Ok. Récupérer là. Pour effectuer la manœuvre, urgentistes et pompiers s'y mettent à 5. Glisser vers le bas et récupérer au fur et à mesure. La femme, toujours endormie, ne se rend compte de rien. Jean peut maintenant l'intuber, c'est-à-dire introduire un tuyau pour alimenter ses poumons en oxygène. Je suis un peu à l'aveugle, hein. La patiente respire maintenant grâce à une machine. Le médecin a eu des sueurs froides, mais il est soulagé. Donc c'était difficile parce qu'on est à la maison, dans des conditions qui sont compliquées. Il y a une petite chambre, des petits couloirs, donc c'était difficile pour circuler. La dame est une forte corpulence. Donc là on est bien loin des conditions du bloc opératoire où tout est beaucoup plus simple. Voilà. Au service des urgences de La Rochelle, les examens confirmeront le diagnostic de l'urgentiste. Allez, à 3. 1, 2, 3. La femme a bien perdu connaissance à la suite d'une intoxication aux médicaments, probablement volontaire. Elle n'est pas totalement sortie d'affaire, mais le médecin est confiant. Donc, tant que les patients sont en réanimation, il y a un pronostic vital qui est toujours engagé. Maintenant, on peut espérer quand même que tout se passe bien d'ici 24-48 heures et qu'elle sorte rapidement de réanimation. L'urgentiste a bu juste. Après quelques jours en observation, elle a pu rentrer chez elle. Pour l'une de ses premières missions dans son nouveau service, Jean n'est pas passé loin du drame que tous les urgentistes redoutent. Mais il a su prendre les bonnes décisions pour sauver la vie de sa patiente. Il est un peu plus de 19 h, le soleil se couche sur La Rochelle. Et avec la pénombre, un autre fléau guette les habitants. Avec plus de 6000 km de route, la Charente-Maritime est très accidentogène. Particulièrement la nuit, sur ces axes non éclairés, où les conducteurs ont tendance à se lâcher. Ce soir, les médecins vont intervenir une nouvelle fois sur un dramatique accident de la route. Au centre d'appel de l'hôpital, un homme demande de l'aide. Allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est le SAMU d'appeler pour un accident, c'est ça, avec une moto? Ouais, c'est ça, ouais, c'est une voiture avec un scooter. Donc, avec une petite moto, ouais. D'accord, donc le motard, il est toujours au sol, il est casqué? Ouais, il est casqué, il est conscient. C'est Guillaume qui est envoyé sur place. Cet ancien généraliste est entré au SAMU pour découvrir les urgences. Mais ce soir, il va devoir garder la tête froide, car il s'agirait d'un choc frontal entre une voiture et un deux roues. Alors on part sur un jeune homme ou une jeune femme, je ne sais pas, de 15 ans, qui a eu un accident de scooter et qui s'est fait renverser a priori par une voiture. À 38 ans, après 7 années de SMUR, Guillaume n'en est pas à sa première intervention de ce type. En moto, malheureusement, ils ont des manteaux un petit peu des plus renforcés, des protections, mais bon, en général, il y a une glissade, et puis après, ce qui va être un petit peu violent, c'est la percussion d'éléments extérieurs, les poteaux, les glissières, tout ça, en fait, qui vont être embêtants pour le patient. L'accident a eu lieu sur une ligne droite, en plein milieu d'un village, à une demi-heure de route. Ah, quand même, hein. La voiture. Guillaume découvre sur place un véritable chaos.
La moto est détruite, le pare-choc du véhicule arraché et la vitre de ce magasin explosée. Car le jeune motard l'a percuté avec sa tête. Le conducteur de la voiture s'en est sorti indemne. Il a été évacué. La jeune victime, elle, a déjà été prise en charge par les pompiers. C'est un adolescent de 15 ans. Bonjour. Il est conscient, peut encore bouger ses membres. Mais son tibia gauche est en lambeaux. Et il a de multiples contusions sur les jambes. Dans son malheur, il a eu une chance inouïe. Cet homme avec la veste bleu marine passait par là et il est médecin. Il est conscient. Ouais. Casqué, hein. Casqué, bien sûr. Et au niveau de la jambe, il y a une fracture ouverte de la jambe. Ok, ça marche. Est-ce que t'as mal de tête? Non. Est-ce que tu sens une brûlée? Ça va? Tu te rappelles un petit peu de ce qui s'est passé ou pas? Là, je roulais vite. Tu roulais à combien à peu près, tu sais? Au moins 60. Au moins 60. Un choc frontal à 60 km/h face à un véhicule qui roule à la même vitesse équivaut à une chute de plus de 12 étages. Alors Guillaume recherche des lésions cachées au niveau des reins ou du foie. Comment ça va? Tu as mal où là? Est-ce que à ta jambe gauche, d'accord, tu peux bouger la droite ou pas? Lève là. D'accord. Il fait mal au dos. Le jeune homme portait un casque, mais Guillaume craint un grave traumatisme crânien. J'ai pas l'impression qu'il est aussi bien qu'au départ. D'un point de vue neuro? D'un point de vue plus somnolent. Oui, c'est ça. Ouais. Vu l'état de son patient, Guillaume reste préoccupé. Pour l'instant, écoute, on ne sait pas trop. On suspecte quand même un traumatisme crânien. Il y a probablement une grosse fracture au niveau thoracique, là. Et puis, un abdomen. Il a un ventre qui est quand même un peu tendu, donc peut-être un petit peu chirurgical. Hein, donc, c'est quand même une forte cinétique, en fait. Il faut opérer l'adolescent au plus vite. Mais problème, les urgences de La Rochelle ne sont pas équipées pour ce genre d'intervention. Alors Guillaume doit rapidement trouver un autre hôpital. Oui, Mathieu, c'est Guillaume. Alors, je suis avec le petit jeune de 15 ans, là. Je pense qu'on va faire un primo-secondaire sur Poitiers. Globalement, il se détériore légèrement quand même d'un point de vue neuro depuis son arrivée. Il a un thorax. L'hôpital de Poitiers peut accueillir l'adolescent. C'est à 120 km. Il faut donc un hélicoptère. Mais le sort s'acharne. L'hélicoptère de la sécurité civile n'est pas disponible. Donc on va essayer de voir directement avec le CHU pour voir s'ils peuvent venir avec l'hélice-mur, en fait, leur hélicoptère. En fait. Reste maintenant pour Guillaume à expliquer la situation à Estelle, la mère, et Fabrice, l'oncle du jeune homme, rongé par l'inquiétude. C'est assez sérieux, hein, parce qu'il y a possiblement un traumatisme crânien. Il est un petit peu ralenti, un petit peu somnolent. Il bougeait bien les 4 membres? Oui, tout à fait. Voilà, c'est ce que j'avais vu aussi. Ouais, tout à fait. Pour l'instant, pour l'instant, j'ai pas forcément de doute sur une atteinte de la colonne vertébrale, si vous voulez. Il bougeait bien. Voilà, mais pour l'instant, c'est-à-dire que maintenant, on va voir petit à petit comment les choses évoluent. Malgré les explications du médecin, la maman a du mal à contenir son émotion. Je serai assurée quand il sera soigné dans son lit d'hôpital que je pourrai lui parler, que je pourrai le serrer dans mes bras et que... Estelle et Fabrice avaient accepté que l'adolescent ait une moto pour être plus autonome. Mais ce qu'ils redoutaient le plus est malheureusement arrivé. C'est l'angoisse de tous les parents. Dès qu'ils ont une moto, on sait très bien qu'on ne maîtrise plus et que... Mais en même temps, on ne peut pas les surprotéger et voilà, on n'est pas à l'abri d'un accident. Et je pense que c'est entièrement de sa faute. Mais à cet âge-là, on se croit un peu... Il a 15 ans, hein, donc... on se croit un peu un surhomme, on risque rien, on est les plus forts et puis là, il va prendre une claque dans la gueule. Ouais. La remise en question attendra. Là, voilà. Alors, 5,86, on ne peut pas se poser n'importe où. Allez, oui, donc il faut rentrer à l'hôpital et on fait la jonction sur le toit. Il est temps de partir. Le sort du jeune homme est désormais entre les mains de Guillaume.
On peut y aller. Tu peux rouler, tu. L'état de l'adolescent est stable. Le camion des pompiers file à vive allure vers l'hôpital de La Rochelle, où doit atterrir l'hélicoptère du SAMU de Poitiers. On monte direct. Vous montez direct? Ouais. Guillaume s'efforce de rassurer une dernière fois son jeune patient. Ça va? Ouais. Où est-ce que t'as mal? Au dos. Au dos. Au dos, il avait mal au dos et à la tête tout à l'heure. Pour Guillaume, l'intervention s'arrête là. Bon, ouais, c'est ça. Bon courage, bonne continuation. Au revoir. L'adolescent, lui, est loin d'être sorti d'affaire. Il subira finalement l'ablation d'un rein. Et après son opération du tibia, il lui faudra plusieurs mois de rééducation avant de pouvoir remarcher. Au SAMU de La Rochelle, il n'y a pas que les accidents de la route qui donnent du fil à retordre aux urgentistes. Les médecins doivent aussi secourir des marins ou des plaisanciers en détresse. Une centaine de sauvetages chaque année, réalisés dans des conditions souvent extrêmes, qui nécessitent des entraînements intensifs. Ce matin, c'est au tour de Cédric. Bon, on s'apprête à faire un entraînement hélitreuillage en cas de SMUR maritime pour pouvoir être vraiment opérationnel sur le plan technique. On prend tout le matériel nécessaire avec les casques, les harnais et les combinaisons. Ce n'est pas la première fois que le médecin effectue cet entraînement. Mais l'exercice est particulièrement physique. Car l'opération se déroule à bord d'un hélicoptère qui doit intervenir par tous les temps. Alors le médecin n'est pas forcément à l'aise. C'est bon? Nickel. Généralement, Cédric ne s'installe dans cet appareil que pour transférer des victimes jusqu'à l'hôpital. Mais en sauvetage maritime, l'intervention est digne d'une véritable opération commando. À plus de 15 mètres de hauteur, accroché à un treuil, il va se jeter dans le vide pour atteindre cette embarcation. À quelques secondes du grand saut, le cœur du médecin bat très fort. C'est parti pour 20 secondes d'adrénaline qui vont lui paraître interminables. La manœuvre paraît simple, mais elle est périlleuse, car le bateau se balance de toutes parts. Pour éviter de boire la tasse ou pire, se blesser en atterrissant, Cédric reste très concentré. Et après cette épreuve, le plus dur commence. Éviter le mal de mer et conserver les bons réflexes pour sauver un blessé. C'est une activité un peu exceptionnelle qui sort vraiment tellement complètement de l'ordinaire. C'est un milieu périlleux. On peut arriver sur des bateaux qui sont très petits avec beaucoup de mer. Donc il faut faire attention à soi et aux patients et ce qu'on est capable de faire ou de ne pas faire parfois dans des circonstances qui sont trop difficiles. Quelques jours plus tard, les médecins doivent repartir en pleine mer, mais cette fois, pour un véritable appel de détresse, ce n'est plus un exercice. Oui, ok. Ouais. Un marin, à bord d'un chalutier en pleine mer, souffre de fortes douleurs au thorax. Peut-être les prémices d'un infarctus. C'est visible? Attends, tu mets carrément double épaisseur. Je suis prêt, moi. À 63 ans, Jean-Luc est le médecin le plus expérimenté du service. Il fait équipe avec Edwige, une infirmière moins habituée à ce genre d'intervention. Toute la difficulté est là, c'est qu'il faut re-rentrer dans ses chaussures. Mais problème, il n'y a plus d'hélicoptère disponible. Les urgentistes doivent rallier le chalutier en pleine mer sur un petit bateau pneumatique. Direction le port, à un quart d'heure de l'hôpital. À l'arrière de l'ambulance, Edwige n'est pas rassurée. La météo n'est pas bonne. Une tempête est même prévue dans les prochaines heures. Donc sur une mer agitée, c'est pas mal.
va avoir le mal de mer. Heureusement, elle peut compter sur l'aide de Jean-Luc. Le doyen des urgentistes est aussi un vieux loup de mer, car il a fait partie pendant 5 ans de la SNSM, une association de sauveteurs volontaires en mer. C'est bien, en même temps, ça te fait prendre un peu de service. Oui. Avec cette météo très agitée, toute l'équipe part maintenant pour 20 minutes de rodéo marin. Une véritable épreuve pour Edwige. Le chalutier est enfin en vue. Mais l'accostage s'annonce compliqué, car le vent souffle fort. Reste en route, tu te mets à 5 nœuds, c'est bon. Bonjour, tu es où? Le patient est un jeune homme d'une trentaine d'années. Il respire très mal et semble au bord de l'évanouissement. Jean-Luc essaye de comprendre l'origine de ses douleurs. Sa crainte, un début de crise cardiaque. Ça fait un peu mal là? Plus à gauche. Oui. D'accord. Ça te gêne si tu respires fort, quoi. D'accord. Ça me dort, ça me prend, ça me fait des... Ouais. Au large, et avec cette houle qui donnerait même le mal de mer à Jean-Luc, difficile d'établir un diagnostic précis. Il faut rejoindre au plus vite l'hôpital. Une heure plus tard, toute l'équipe est enfin de retour au chaud. Ça pourrait être très bien. C'est bien passé, pas eu froid. Jean-Luc semble rassuré. Son patient souffrirait en fait d'une simple déchirure musculaire, probablement due à un effort physique trop important. Il va avoir ses examens et on décidera après, mais il n'y a pas de détresse vitale du tout. Le jeune pêcheur en est quitte pour un bon traitement et une grosse frayeur. J'ai ressenti comme des piqûres au niveau des poumons. Une espèce de... je sais pas comment dire. Des espèces d'un-coup dans les poumons, au niveau des poumons, qui après je respirais un petit peu. Finalement, plus de peur que de mal. D'ici quelques semaines, il pourra reprendre la mer. Le lendemain, il est 13h. Dans la salle de repos, les médecins profitent d'un rare moment d'accalmie pour déjeuner. Moi, je fais pas comme certains, j'essuie mes couverts. Ouais. Il y a Jean-Luc. Quand il est filmé, c'est ça. Et Louis. Et ouais, spécial France Allemagne. C'est ce que tu manges ce soir. Ouais, regarde, des féculents. À 31 ans, c'est un tout jeune urgentiste qui n'exerce que depuis 3 mois. Le médecin s'apprête à vivre une après-midi compliquée. Peut-être la plus difficile de sa courte carrière. 1 heure plus tard, il est appelé en urgence. Une femme d'une 50aine d'années a été retrouvée inanimée à son domicile. L'ambulance part sur les chapeaux de roue. Le médecin n'a pas beaucoup d'informations, mais il redoute le pire. Car une personne inconsciente à son domicile, ce n'est jamais bon signe. Sur quoi est-ce qu'on parle, lui? Sur une suspicion d'arrêt cardiaque. Assez loin, malheureusement. Oui, c'est Louis, pour avoir des informations sur le primaire. Au téléphone avec ses collègues de la régulation, les informations se précisent. Il s'agirait encore d'une tentative de suicide. On va voir, on ne sait pas trop sur quoi on tombe, mais elle a pris des médicaments pour se faire du mal, a priori. Le médecin est anxieux, car le temps est compté. Si la femme a fait un arrêt cardiaque après avoir absorbé des médicaments, elle peut mourir d'un instant à l'autre. Alors chaque seconde compte. Mais disons qu'on a environ une demi-heure critique où il faut qu'on agisse
au maximum. Et l'autre truc embêtant, mais qui est inhérent à la vie de tous les jours, c'est qu'elle habite loin. On a déjà beaucoup de routes à faire avant de l'atteindre. La femme vit à 40 km de l'hôpital. Sirène hurlante, il reste encore aux urgentistes 8 minutes de trajet. Louis a les yeux rivés sur le compteur. Je sais pas, on est parti à quelle heure? Je pas fait attention. 15h42. On a été bipé il y a déjà 20 minutes. Là, on est loin. Le conducteur accélère. Sur place, les pompiers ont déjà prodigué les premiers soins. Mais pour le moment, sans résultat. Oula, gendarmerie. Oula. À peine arrivé, un pompier se précipite pour faire le point. Une dame d'environ 51 ans. Ouais. Elle n'est pas chez elle, elle est chez un autre monsieur. Il a vu ce matin à 10h, il est reparti. Et là, quand il est revenu à 14h30, elle était... On sait pas du tout. Non, c'était un petit moment, je pense. Depuis un quart d'heure, les secouristes massent inlassablement le thorax de la femme. Mais son cœur n'est pas reparti. Et impossible de savoir exactement quand elle a perdu connaissance. 13, 14, 15, 16. Avec Jean-Gaël, l'infirmier anesthésiste, Louis décide de lui injecter une dose d'adrénaline pour faire repartir le cœur. T'as de l'adrénaline, t'en as plus, tu veux qu'on la prépare? Il reste 1 milligramme, je crois. Une rouge et moi une rouge. Vas-y, envoie-le. Louis veut comprendre ce qui a pu causer l'arrêt cardiaque. On n'a pas d'infos d'antécédents médicaux, on n'a rien. Et monsieur non plus, c'est pas. Le monsieur, c'est quelqu'un qui l'héberge. C'est le monsieur qui est là? Demandez au chef de sang s'il va vous guider vers lui. Monsieur qui... En plein divorce, la patiente vit seule dans cette maison qu'elle loue à cet homme. C'est vous qui avez retrouvé la dame? Oui. C'est lui qui l'a retrouvée inconsciente, près de son lit. Et il n'y a rien qui vous avait fait dire qu'elle n'était pas bien ce matin quand vous l'avez vue la dernière fois? Elle était bien, mais bon, le problème, je passais tous les jours pour voir. Ouais. Le matin et l'après-midi, comme j'ai fait là. D'accord. Puis j'ai trouvé, il était bizarrement positionné, puis j'ai voulu que je le lit. Tiens, c'est bizarre, je l'ai touché, le coup ne battait pas. La dernière fois que vous l'avez vu, c'était 10h30? Ce matin, 10h, ouais. Et là, à 14h... 15h. 15h, vous avez appelé les secours. Bon, je vais m'occuper. Vous savez pas s'il y avait des problèmes de santé avant ça? On prend des médicaments, je sais. Je vais regarder ça. Ça marche. Merci, monsieur. Les informations ne présagent rien de bon. Personne n'a vu la femme pendant près de 5 heures. Elle est peut-être dans cet état depuis un très long moment. Suite à sa séparation, elle souffrirait de problèmes psychologiques et elle semble avoir avalé beaucoup de médicaments. Là, on a intubé la dame et on n'a pas de réponse. C'est-à-dire que la machine qui doit détecter le rythme cardiaque ne détecte jamais rien. Ce qui, pour l'instant, ne nous permet pas de faire de choquer. 300, ouais. C'est en nivellante, par contre. Hein. Et tu pousses doucement. Donc on continue. Cela fait maintenant plus de 45 minutes que les urgentistes massent le cœur de la femme. Mais rien n'y fait. Le jeune médecin ne s'est jamais retrouvé dans cette situation et pour la première fois de sa courte carrière, il doit se résoudre à prendre une décision douloureuse. On ne fera pas de miracle après 30 minutes très intensives sans savoir depuis combien de temps elle est en arrêt. Donc, on va s'arrêter. Merci beaucoup, 16h25. Les secouristes se sont battus jusqu'au bout. Un peu sonné, Louis appelle maintenant l'hôpital pour faire son rapport. Mais en fait, la dame était bien en arrêt probablement depuis longtemps parce qu'elle était froide quand je suis arrivé et elle avait surtout pris énormément de médicaments, mais je les compte même pas tellement elle en a pris. Je t'en passe, c'est des meilleurs, hein, Lansoprazole, Prednisone, Cymbalta, Prazolam. Je pense qu'elle a pris 200 comprimés, quoi. Donc de toute façon, on avait très peu de chances de s'en sortir. Le médecin doit aussi se charger d'annoncer la mauvaise nouvelle à l'homme qui l'hébergeait et qui a donné l'alerte. Monsieur, on n'a pas pu réussir à la réanimer. Ça faisait trop longtemps, je pense qu'elle était en arrêt cardiaque. Elle était froide. Et puis elle avait pris plein de médicaments. Ouais, j'ai vu celui, il y avait des poches. Je pense qu'elle a pris.
Chaque jour en France, près de 25 personnes mettent fin à leur jour. Les suicides tuent plus que les accidents de la route. Pour toute l'équipe, la mort d'un patient est vécue comme un échec. On a fait ce qu'il fallait, mais sans aucune réponse au traitement. Donc à un moment, il faut réussir à arrêter les choses. Et donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Donc c'est une histoire qui se termine mal, mais qui était déjà très mal embarquée. Et malgré toutes les drogues et tous les massages, la réanimation, le cœur est pas reparti. Voilà. Sur la route du retour, le médecin accuse le coup. En 3 mois de service, c'est la première fois qu'il perd un patient. À l'hôpital, il préfère s'isoler pour prendre du recul. Pour lui, comme pour tous ses collègues, la mort est une épreuve qui fait partie du quotidien. À peine sortis de l'école, les jeunes médecins comme lui y sont forcément confrontés un jour ou l'autre. Je pense pas qu'on nous apprenne à le gérer. Je suis sûr qu'on nous apprend pas à le gérer. Par contre, les études en soi, c'est déjà 10 ans d'expérience. Donc c'est 10 ans où on a vu un corps décédé, c'est 10 ans où on a vu un corps décharné, c'est 10 ans où on a vu un corps fatigué. Finalement, on a vu un corps sous toutes ses coutures, de très bien à très mal, et puis on s'est habitué à rencontrer la situation. Donc on s'habitue, mais c'est plutôt une carapace qui se fait progressivement avec expérience. Au SAMU, impossible de se laisser déborder par ses émotions. Louis doit se replonger dans son travail. Heureusement, le métier d'urgentiste réserve aussi de bonnes surprises. Une demi-heure plus tard, à l'hôpital, Julien, 41 ans, est de garde. Et une alerte vient de tomber. Une femme demande de l'aide. Elle est enceinte et sur le point d'accoucher à domicile à une demi-heure de route. Sans encadrement médical, un accouchement est toujours plus risqué. Alors l'équipe ne doit pas traîner. Elle a perdu les os, elle aurait perdu du sang, donc il y a des chances qu'elle accouche parce que c'est un peu loin, donc on y va. Voilà. Mais c'est cool, hein? Avant d'être urgentiste, Julien était pharmacien. Bien qu'il exerce depuis plusieurs années, c'est seulement la 2e fois qu'il intervient sur un accouchement. Alors le médecin a emporté son manuel de gynécologie. Empêcher la tête de sortir trop vite, main gauche ralentit la sortie de la tête. C'est une petite anti-sèche sur l'accouchement inopiné à domicile, donc je relis 2-3 trucs. La future maman était chez ses parents quand elle a perdu les os. Les pompiers l'ont déjà prise en charge et bonne nouvelle, elle n'a pas encore accouché. Bonjour, alors on en est où, madame? Elle s'appelle Marina. Elle a déjà mis au monde 2 enfants, mais elle est inquiète pour la santé de son futur bébé. C'est la première fois qu'elle saigne au moment de perdre les os. Vous avez perdu vraiment beaucoup de sang ou un petit peu? Je trouve que c'est beaucoup. C'est un verre, un... Je sais pas, j'étais aux toilettes. Un litre, d'accord. Et c'est arrivé de manière continue, quoi. Oui. Il pourrait s'agir d'une hémorragie. Et même si elle est minime, Julien veut en connaître la cause. Je fais un toucher vaginal. Hein. Effectivement, il y a un petit peu de sang, mais... Eh ben, une fois que je perds du sang, je sais pas si c'est normal. C'est pas bien grave. Hein, c'est pas non plus... Si c'était des contractions avec une hémorragie massive et que vous perdiez comme un robinet ouvert, là, on pourrait commencer à s'inquiéter. Ça peut être à peu près quelque chose de classique hein, dans un accouchement, il n'y a pas de souci. On va rouler, les gars? Les risques de complications semblent écartés. Marina peut être transportée en toute quiétude à l'hôpital. Le médecin et son équipe ont le sourire. Pour cet ancien pharmacien reconverti, c'est un moment qui regonfle le moral. C'est pas un arrêt cardiaque, c'est pas une pendaison. Donc voilà, nous on est contents de faire des accouchements. Ça nous permet de faire un peu des choses gaies aussi. À l'hôpital, Marina est prise en charge par les sages-femmes. Elle accouchera 6 heures plus tard d'un petit Nolan, sans le moindre stress. Ils m'ont bien rassurée et ça a bien facilité le transport en tout cas.
voudrais les remercier. Julien, lui-même papa de 2 enfants, est conscient qu'il vient de vivre un très beau moment. Et il ne regrette pas d'avoir abandonné la pharmacie pour devenir urgentiste. Je racontais ça à ma femme avec un sourire, pas comme les interventions dramatiques qu'on peut avoir, que je ne raconte pas toujours forcément, parce que bon, j'ai pas forcément envie de ramener les sales histoires chez soi. Mais globalement, c'est un métier qui est vraiment enrichissant et il faut aimer l'humain. Julien, comme tous ses collègues, a choisi cette voie pour se consacrer à ses patients. Dans quelques minutes, il repartira en mission dans les rues de La Rochelle pour tenter de sauver de nouvelles vies.